Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau. Après avoir décortiqué l'univers narratif et l'organisation du récit, on est prêt à passer à la prochaine étape de votre compte-rendu, la fameuse section observation. Aujourd'hui, on va ouvrir la boîte à outils de l'auteur pour regarder de plus près ses trucs, ses techniques, ce qu'on appelle les procédés narratifs. C'est avec ça qu'il arrive à nous raconter une histoire et surtout à nous garder accrochés. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? D'abord, on va définir c'est quoi, au juste, un procédé narratif. Ensuite, on va examiner les outils les plus importants un par un. Les dialogues et les descriptions, le monologue intérieur, le statut du narrateur, et pour finir, les commentaires du narrateur ou la présence de plusieurs narrateurs. Puis on va conclure avec un plan de match bien concret pour vous aider à rédiger votre analyse. Bon, revenons à notre image de la boîte à outils. C'est vraiment la meilleure façon de voir ça. Chaque outil, c'est un procédé narratif. C'est un choix bien réfléchi que l'auteur fait pour bâtir son histoire, pour nous faire vivre des émotions et pour décider quelle information on reçoit et à quel moment. Dans votre analyse, votre job, c'est de trouver ces outils et d'expliquer l'effet qu'ils produisent. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce tournevis-là plutôt qu'un autre? On commence avec les deux outils qu'on remarque le plus facilement. Pensez à votre livre un peu comme si c'était un film. Les descriptions, eh bien, c'est le décor, c'est les costumes, c'est toute l'ambiance visuelle. Et les dialogues, c'est le script que les acteurs vont dire. Honnêtement, un film sans décor puis sans script, ce serait pas mal ennuyant, non? C'est la même chose pour un roman. Donc pour être bien clair, le dialogue, c'est quand on rapporte directement ce que les personnages se disent. C'est facile à repérer, il y a presque toujours des guillemets ou des tirets. La description, de son côté, c'est comme si l'auteur appuyait sur pause pour nous peindre un tableau avec ses mots. Ça peut être un lieu, un personnage, une action. Le but, c'est de nous aider à tout bien visualiser dans notre tête. Mais à quoi ça sert tout ça? C'est ça la vraie question. Ces outils-là, ils ne sont pas juste là pour faire joli. Ils rendent l'histoire concrète, vivante. Un dialogue bien écrit peut nous montrer qu'un personnage est fâché sans jamais utiliser le mot fâché. Une description d'un château en ruine peut installer une ambiance de mystère tout de suite. Bref, ces procédés ne font pas que décrire, ils montrent les choses et donnent du poids au récit. On passe maintenant à un outil un peu plus subtil. Imaginez que vous aviez un super pouvoir, celui de lire dans les pensées des gens. Eh bien, le monologue intérieur, c'est exactement ça. L'auteur nous donne un accès VIP aux pensées les plus secrètes d'un personnage. Le monologue intérieur, ça nous plonge directement dans la tête d'un personnage. On n'entend plus ce qu'il dit aux autres, mais on lit ce qu'il pense vraiment. Ses doutes, ses plans, ses vraies émotions. C'est sa petite voix intérieure, sans filtre, comme quand on se parle à soi-même dans notre tête. Prenez cet exemple. De l'extérieur, on verrait juste un homme qui se prépare à un conflit. Mais grâce au monologue intérieur, on voit bien plus que ça. On comprend sa confiance, on sent son orgueil blessé, on saisit ce qui le motive au fond de lui. C'est une information complètement invisible de l'extérieur que seules ses pensées peuvent nous donner. Ce que ça apporte à l'histoire est donc énorme. On comprend les dilemmes du personnage, on voit le monde à travers son filtre à lui, et surtout, on développe une connexion très forte avec lui. On a l'impression d'être son confident, de connaître ses secrets. Ça nous rapproche de lui beaucoup plus que n'importe quelle description de ses actions. L'outil qui suit est absolument central. Le statut du narrateur, c'est un peu comme choisir où placer la caméra pour filmer une scène. Est-ce qu'on met une petite caméra sur l'épaule d'un personnage pour voir exactement ce qu'il voit, ou bien est-ce qu'on utilise un drone qui survole la scène pour avoir une vue d'ensemble? Le choix de l'un ou l'autre va changer complètement notre expérience de lecture. On a principalement deux grandes options. D'un côté, le narrateur participant. Lui, il est dans l'histoire. Il dit « je » et on ne voit que ce qu'il voit, on ne sait que ce qu'il sait. De l'autre côté, on a le narrateur non participant. Il est à l'extérieur de l'histoire, il utilise « il » ou « elle » et il peut soit juste observer, soit être omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout, même les pensées de tout le monde. Juste le pronom utilisé change toute la perspective. L'impact de ce choix est majeur. Un narrateur qui dit « je » nous force à voir les choses de son point de vue, ce qui crée une grande proximité. Un narrateur extérieur, lui, nous donne une vision plus large, plus objective, mais on se sent aussi plus loin des personnages. En choisissant son narrateur, l'auteur contrôle donc notre relation avec l'histoire et la quantité d'informations qu'on va recevoir. On arrive à nos deux derniers outils. Pour le commentaire du narrateur, pensez au commentaire du réalisateur sur un DVD. Vous savez, quand il arrête le film pour donner son avis. Et pour les narrateurs multiples, imaginez un film qui divise l'écran en deux pour nous montrer la même scène, mais vue par deux personnages en même temps. Le commentaire du narrateur, c'est un peu comme s'il brisait le fameux quatrième mur. Il met l'histoire sur pause pour nous parler directement, à nous, les lecteurs. Il peut nous faire un clin d'œil, donner son opinion sur une situation, ou même juger un de ses personnages. C'est une façon de créer un lien bien spécial. Et pourquoi il ferait ça? Souvent, c'est pour nous guider. Le narrateur nous prend par la main et nous chuchote à l'oreille « Fais attention, ce personnage-là n'est peut-être pas aussi fin qu'il en a l'air ». Ça crée une belle complicité et ça permet à l'auteur d'ajouter une touche d'humour, de critique ou d'ironie.
Passons maintenant au narrateur multiple. Le concept est assez simple. Au lieu d'avoir une seule personne qui raconte l'histoire du début à la fin, on en a plusieurs. Un chapitre va être raconté par le personnage A, le suivant par le personnage B, et ainsi de suite. Chacun donne sa version des faits, sa perspective. L'effet de cette technique est vraiment puissant. On comprend vite qu'une histoire a toujours plusieurs côtés, plusieurs vérités. La vision devient plus complète, plus nuancée. Ça peut aussi créer un suspense incroyable, par exemple quand un narrateur sait quelque chose que l'autre ignore, et c'est à nous de rassembler les morceaux du casse-tête. Parfait. On a maintenant fait le tour des principaux outils. Maintenant, la question qui tue, comment est-ce qu'on applique tout ça concrètement dans la section observation du compte-rendu ? La prochaine diapositive, c'est votre plan de match. C'est la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Voici votre guide de référence. La mission est simple. Premièrement, dans le roman que vous analysez, il faut identifier l'outil ou les outils que l'auteur utilise le plus. C'est la colonne de gauche. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, il faut expliquer l'effet que ça produit sur l'histoire. Pour ça, la colonne de droite est votre meilleur ami. Par exemple, vous pourriez écrire « L'auteur utilise beaucoup de monologues intérieurs », ça c'est l'outil, ce qui a pour effet de nous révéler les doutes de son personnage principal et de créer une grande proximité avec lui. Et ça, c'est l'apport. Vous voyez, c'est ça une bonne observation. Et voilà, la boîte à outils est maintenant tout à vous. Pour finir, une petite question pour la route. Si vous deviez écrire votre propre histoire, quel outil de cette présentation vous tenterait le plus d'utiliser et pour quelle raison ? Pensez-y un peu, ça va vous aider à sentir à quel point chacun de ces choix est puissant. Je vous souhaite un bon succès pour la rédaction et on se retrouve pour la prochaine étape de l'analyse.